Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Les sorcières, ces femmes qui ont été persécutées, brûlées pour beaucoup d'entre elles, entre la fin du Moyen-Âge et une période avancée de l'époque moderne, la fin du XVIIe siècle en gros. Ces femmes sont devenues, ou plus exactement redevenues, des emblèmes des luttes féministes, en particulier depuis les années 2010, emblèmes même d'un féminisme relativement consensuel, presque mainstream, pourrait-on dire, avec le mouvement MeToo. En témoigne, par exemple, le succès phénoménal du livre de Mona Chollet, qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Mais avant Mona Chollet, dans les années 2000-2010 notamment, les écoféministes marxistes, américaines en particulier, comme Silvia Federici, que nous avions reçue ici à la Grande Hache il y a quelque temps, avaient remis en avant de manière plus confidentielle encore la figure de la sorcière comme emblème de l'oppression des femmes et de leur volonté toujours maintenue d'émancipation. Un certain nombre d'historiens portent un regard plutôt sévère et même désapprobateur sur la façon dont la figure de la sorcière est utilisée aujourd'hui par ces mouvements féministes. Ils émettent toute une série de reproches au nom de l'exactitude historique, mais ils laissent de côté le fait que le premier à avoir mis en avant la sorcière comme figure de l'oppression et de la révolte des femmes était un historien, un homme, même si cet homme a pu dire qu'il avait les deux sexes de l'esprit, pas n'importe quel historien, Jules Michelet, dont est spécialiste notre invité d'aujourd'hui, Paul Petitier. Bonjour Julien Terry. Bonjour Paul Petitier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit cette biographie il y a déjà quelque temps de Jules Michelet qui s'appelle L'Homme-Histoire. Vous avez réédité dans la collection de la Pléiade, entre autres travaux sur Michelet, sa fameuse Histoire de la Révolution française. Et puis donc récemment, vous avez publié un livre qui s'appelle La pensée sorcière Michelet 1862. Autour du livre de Michelet qui s'appelle La sorcière et qui a fondé ce que vous appelez d'emblée le mythe moderne de la sorcière, dont les usages actuels ne sont finalement qu'un revival, qu'une réactualisation. Je précise aussi que vous avez réédité très récemment dans la collection de poche d'Uno le livre de Michelet, dont il va être question pendant cet épisode de La Grande Hache, qui s'appelle La sorcière. Comment est-ce que Michelet en arrive, lui qui est donc d'abord l'auteur d'une vaste histoire de France, qui est la figure de proue, l'une des principales figures de proue de la génération des historiens romantiques, comment est-ce qu'il en arrive à isoler ce personnage de la sorcière, à lui donner les caractères qui ont permis d'en faire ensuite cet emblème? Oui, l'histoire du livre, de la maturation du livre est en elle-même passionnante et je pense qu'elle a un rapport avec le sujet dont il traite. Alors peut-être que la première chose que nous pourrions évoquer, c'est le fait que nous sommes donc en 1862, fin 61, quand Michelet commence, a l'idée d'écrire ce livre sur les sorcières. C'est-à-dire, nous sommes sous le Second Empire et nous avons affaire à un historien politisé, je dirais explicitement politisé, c'est-à-dire qui pense que les objets choisis par l'historien et le point de vue qu'il porte sur ces objets sont intrinsèquement politiques au sens large du terme. Donc, ce sujet de la sorcière a des racines, je dirais, qui plongent dans les présupposés politiques de Michelet. Voilà, un historien qui est considéré, je le considère moi personnellement, qui suis historien, comme mon saint patron. De fait, c'est un géant absolu de l'historiographie. Et pourtant, il ne se serait pas venu à l'idée de se revendiquer comme neutre.
Non, il ne serait pas venu à l'idée de se revendiquer comme neutre, certainement pas. Et d'une certaine manière, je trouve ça plus honnête que ceux qui se réclament de la neutralité, mais qui oublient que l'histoire, en tout cas l'histoire moderne, telle qu'elle naît sous la Restauration, mais même avant, l'histoire a toujours eu maille à partir, enfin plutôt a été en connivence avec le pouvoir et... au XIXe siècle, elle l'est d'autant plus. Mais avec Michelet, notamment, elle commence à être aussi du côté de la critique, puisque lui-même, ça finit par lui coûter cher, d'être un libéral, c'est-à-dire d'être un partisan de la Révolution, d'être un républicain, en fait, avec le sens que peut avoir libéral à cette époque-là. Il a perdu, au moment où il écrit La Sorcière, depuis quelque temps, son poste au Collège de France, je crois. Oui. Alors, il ne faut surtout pas, statufier Michelet, comme l'a fait la Troisième République, en faisant un historien monolithique. Je pense qu'au contraire, ce que j'ai essayé de faire pendant toutes les longues années que j'ai consacrées à cet individu, c'est de montrer qu'il y a une série de révolutions, même dans sa pensée et dans son œuvre. C'est quelqu'un qui, effectivement, va d'abord faire une brillante carrière dans le sillage des libéraux de 1830. C'est un protégé de Guizot, c'est un protégé de Victor Cousin, mais qui va évoluer vers, du libéralisme vers le républicanisme et donc vers l'opposition à Louis-Philippe, ce qui lui crée des ennuis pour une première fois à la veille de la Révolution de 1848. Tout son cours au Collège de France est suspendu. Et ensuite, pendant la Deuxième République, où son cours est de nouveau suspendu en 1851, toujours pour des questions politiques. Je crois me souvenir qu'il était accusé même d'être communiste, d'être un dangereux communiste. Le mot avait été utilisé. C'est passé sous mes radars. Ah ouais. Non, parce que justement, il est très, très hostile au communisme. Oui, bien sûr, il est hostile au marxisme. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'incriminer les de cela. Le considèrent extrémiste communiste. Et de fait, il a une position qui, à l'époque, est proche de celle de l'extrême gauche, même s'il n'est pas socialiste. Oui, même si ses rapports avec le socialisme sont compliqués, je dirais. Mais les rapports de Michelet sont compliqués avec beaucoup de courants de pensée de son temps. Donc, sous le Second Empire, à la fin de la Deuxième République, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, les fonctionnaires doivent prêter serment à l'Empire. Enfin, pas encore à l'Empire, mais en tout cas au gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte. Et Michelet s'y refuse pour les deux postes qu'il occupe, pour sa chaire au Collège de France, donc il est radié du Collège de France, et pour son poste de directeur de la section historique des archives. Donc il se retrouve sans rien. C'est pas quelqu'un qui vient d'un milieu riche, c'est pas quelqu'un qui a pu faire beaucoup d'économies. Et voilà, il est exilé de l'intérieur, obligé de chercher des sources de revenus sous le Second Empire, il va très bien se débrouiller pour le faire, puisqu'il va inventer ces petits livres, comme il les nomme, inclassables, parfois on les appelle essais, parce que essais, c'est le genre fourre-tout. Mais qui ont beaucoup de succès. Donc, avant La Sorcière, il écrit des livres d'histoire naturelle, l'oiseau, l'insecte, et puis des livres, des livres sur des livres de morale, comme on pourrait dire à l'époque, l'amour, la femme, qui aussi ont un grand retentissement et qui lui permettent de vivre et de vivre plutôt confortablement, il faut bien le dire. C'est vraiment un tournant intellectuel, au fond, et éditorial pour lui. Jusque-là, il s'est jeté à corps perdu dans la rédaction de son Histoire de France. Pas exactement. Il s'est jeté à corps perdu au début des années 1830, en commençant à publier cette Histoire de France qui fait commencer aux Gaulois et en visant donc l'accomplissement de l'Histoire de France que serait l'histoire de la Révolution. Mais très vite, alors d'une part, la rédaction de l'Histoire de France se ralentit parce que sa connaissance des archives de plus en plus fine fait que ses études, si je puis dire, sa documentation devient tellement grosse, importante, que ça ralentit la rédaction de l'Histoire de France. Mais aussi, il a des doutes de plus en plus parce que son point de vue critique sur le gouvernement de Louis-Philippe fait que, le côté univoquement progressiste de l'histoire lui apparaît comme de moins en moins certain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire si elle doit mener au règne conservateur de Louis-Philippe ?
Donc, il interrompt une première fois son histoire de France pour écrire, à la veille de la Révolution de 1848, l'histoire de la Révolution française, comme s'il avait besoin de faire le point sur cet événement massif pour relancer en quelque sorte son projet, sa méditation historique, sa vision du déroulement de l'histoire. Alors qu'il en était en gros à la fin du Moyen-Âge. Hein. C'est avant d'aborder la Renaissance, si je ne me trompe pas, qu'il décide tout à coup de faire un bond et d'aller voir la Révolution française. Et ensuite, il reviendra plus tard, quand il aura écrit ces livres absolument extraordinaires, donc que vous avez réédité dans la période, je le disais. C'est sûrement le sommet de l'œuvre de Michelet, hein, que sa Révolution française, peut-être. Oui, en tout cas, c'est le noyau de sa pensée, mais après, il en est des goûts. Hein. Il y a la sorcière, c'est pas mal non plus. C'est aussi une gageure et un exploit. Il fait ce détour par la Révolution, et puis ensuite il revient, en gros, je crois, au temps de Louis XI, hein, au XVe siècle, c'est-à-dire précisément à la période où va commencer la persécution des sorcières par ailleurs. Et puis donc il fait à nouveau cet arrêt avec cette série de petits livres, comme vous le disiez. Vous disiez aussi donc, sa posture critique lui a coûté cher, donc on l'a vu institutionnellement. Et il identifie donc à ce moment-là, dans La sorcière, une figure de cette émancipation dont il s'est toujours pensé comme le fils ou le chantre. Oui, alors juste pour terminer avec la jeunesse de La sorcière, elle-même connaît un renversement. C'est-à-dire qu'au départ, Michelet pense réunir simplement des dossiers qu'il a sous la main et même des passages de l'histoire de France qu'il a déjà rédigés justement pendant le Second Empire, qui traitent des affaires de possession des XVIIe siècle, disons, puisque dans plusieurs volumes de l'histoire de France, ça commence avec l'introduction de la Renaissance, du volume qui s'appelle Renaissance, dans lequel il fait figurer un passage sur la sorcellerie, comme phénomène qui jetterait une ombre sur la période moderne, tant célébrée comme une rupture avec le Moyen-Âge. Alors là, c'est passionnant parce qu'on fait souvent de Michelet, et moi-même je l'ai fait, et parce que c'est assez vrai, le créateur de la Renaissance, de notre notion, notre façon de voir la Renaissance. Il a inventé le mot, il me semble. Non, il n'a pas inventé le mot existait, mais le mot n'était appliqué qu'on disait la Renaissance des arts, la Renaissance des lettres. Il en fait une période historique. Ce qu'il a fait, c'est élargir le sens du mot Renaissance pour montrer qu'il y a là une sorte de déploiement qui va englober tous les aspects de fait social total ou de fait historique total. Ça serait plus juste de dire ça comme ça. Mais le problème, c'est que sa Renaissance, elle est pensée sur le modèle de la Révolution qu'il vient d'écrire, si vous voulez. La Renaissance, c'est une révolution anticipée. Mais comme la Révolution française, la Renaissance ne va pas aboutir pleinement. Et de cette manière, Michelet est amené à remettre en cause la coupure entre le Moyen-Âge et les temps modernes, puisque ce qu'il va montrer au moment où il écrit La sorcière, c'est que, et même dans la préparation de La sorcière, c'est que l'obscurantisme, pour employer un terme du temps, la superstition, la violence, la barbarie, d'une certaine manière, se prolonge en continu entre le Moyen-Âge et le XVIIe siècle inclus. Donc, son intérêt premier pour la sorcellerie, c'est de montrer, dans une perspective finalement voltairienne au départ, comment, à l'époque du roi Soleil, sous le grand siècle, c'est pas lui qui va donner ce nom au XVIIe, il le conteste. Pour lui, le grand siècle, c'est le XVIIIe. Mais comment, sous les ors de Versailles, il y a, les horreurs des procès qui découlent des affaires de possession et qui mettent sur le bûcher Gaufridi ou Urbain Grandier. Donc voilà, dans un premier temps, c'est vraiment dans cette perspective de dénoncer finalement le côté moyenâgeux, j'emploie ce terme péjoratif à dessein, de la période moderne, qu'il veut réunir des textes déjà existants sur la sorcellerie. Donc son regard sur la sorcellerie, au départ, est un regard plutôt méprisant, disons, un regard qui
qui est destiné à montrer les aberrations de cette... De ces inculpations de sorcellerie. Là, pour lui, il s'agit en fait de dénoncer cette répression, le caractère obscurantiste et fanatique de cette répression, la bêtise des juges qui rejoint la bêtise des moines et de l'Église, qu'il a beaucoup brocardé. Après une première période d'ailleurs où il n'avait pas ces mêmes vues sur l'Église, dans les années 1830, et il n'avait pas la même vue sur le Moyen-Âge. Mais après avoir fait la Révolution, il s'est mis à détester le Moyen-Âge, à cause, juste comme finalement période sous l'emprise d'un religieux de plomb, pesant, qui écrase le peuple. Finalement, ce qu'il méprise dans cette répression de la sorcellerie à l'époque moderne, c'est la bêtise des juges, au fond. Ça va plus loin que ça, pour le coup. Alors, je disais voltairien, mais il perçoit très bien les enjeux politiques de cette répression de la sorcellerie. Et comme il est animé d'un esprit très anticlérical, lié à l'influence de l'Église et à l'alliance de l'Église catholique et du Second Empire, après qu'elle s'est alliée aux autres régimes monarchiques du XIXe siècle. Contre-révolutionnaire. Voilà, contre-révolutionnaire. Il a aussi à cœur de montrer comment l'Église, au XVIIe siècle, depuis la fin du XVIe jusqu'au XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle inclus, puisqu'il va intégrer à ses affaires celle de la Cadière à Aix-en-Provence vers 1730. Il a à cœur de montrer d'abord la perversion des prêtres et le pouvoir que les prêtres exercent sur les femmes. Et ça a longtemps été traité de délire, d'un esprit, d'un anticléricalisme absolument inacceptable. Bon, moi, je dis toujours, bien, d'accord, mais dénoncer ce genre de comportement, maintenant que l'actualité nous montre ce que nous savons, après tout, c'est peut-être pas aussi infondé que cela. Donc il y a déjà chez Michelet une sorte de volonté de montrer ces turpitudes, en somme, de l'institution ecclésiastique, du côté antinaturel de cette institution ecclésiastique, de l'enfermement des femmes dans les cloîtres et des pathologies que peut susciter cet enfermement, que ce soit ce qu'on a appelé l'hystérie, je mets beaucoup de guillemets, mais des religieuses, mais que lui relie au fait que les prêtres abusent de ces religieuses. Donc voilà, au départ, c'est une dénonciation, en somme, de ces affaires, obscurantisme, superstition des juges, comportement condamnable des prêtres et de l'Église. Et puis, soudain, il y a un basculement. On peut le dater, ce basculement, parce qu'il l'a inscrit dans son journal. Et j'y insiste dans la préface de l'édition du texte. C'est beau parce que ce basculement a lieu la nuit du solstice de 1861, la nuit du 21 au 22 décembre. Je dis c'est beau parce que dans La Sorcière, il sera question des croyances liées au solstice d'hiver. Et là, il note dans son journal le lendemain que soudain s'est fait une révolution dans sa manière d'envisager son ouvrage, que la pitié l'a envahi, en somme, pendant cette nuit d'hiver, et qu'il est décidé à réhabiliter la sorcière. Et à un moment où il est particulièrement en prise avec les éléments, j'allais dire, et donc avec la nature, une notion que vous avez déjà abordée une première fois et qui va avoir une importance fondamentale dans ce que Michelet pense des femmes et de la figure de la sorcière. Il séjourne à Toulon, dans une villa qui domine la baie de Toulon, dans un jardin rempli d'espèces exotiques. Donc c'est plus, effectivement, il y a plus de connivence avec la nature que dans son appartement parisien. Et puis, il vient de finir La Mer, qui est un très beau texte d'histoire naturelle. La mer, cette grande femelle du globe, comme il l'appelle. je veux dire qu'il y a dans le lien entre féminité et nature des choses qui sont posées d'avance. C'est dans une phase de communion avec la nature, donc, qu'il a ce moment d'illumination, peut-être, en tout cas, qu'a lieu ce retournement dans le projet de livre. Oui, communion avec la nature, mais communion avec sa femme, surtout, puisque la seconde femme de Michelet, la fameuse Athénaïs Mialaret, dont il est resté complètement, par laquelle il est resté envoûté.
vous voyez, on s'approche de la sorcellerie. Depuis qu'elle lui est apparue en novembre 1848, eh bien, son œuvre en est, comment dire, son œuvre en est très dépendante au sens où, oui, les phases de cette passion qui se rallument, on le sent bien dans le journal, hein, irriguent l'œuvre. Il en est éperdument amoureux et il en est fasciné. Voilà. Il en parle. Il écrit aussi beaucoup dans son journal sur elle oui. Au quotidien. Ouais. C'est une relation vraiment symbiotique. Je ne sais pas si ça plaisait autant à elle qu'à lui. J'ai des doutes sur ça. Mais lui, c'était vraiment une relation fusionnelle avec elle qu'il voulait. Fusionnelle au point de ne faire qu'un seul corps, outre les relations amoureuses, mais dans sa perception, je dirais, du monde, ce qui nous ramène du côté des deux sexes de l'esprit et des deux sexes presque de la manière d'être au monde. Vous avez de belles pages dans ce livre, précisément sur le fait que chez Michelet, la sorcière, certes, c'est une femme, mais ça n'est pas seulement une femme. Et c'est une figure qui remet en cause la binarité des genres. Mm-hmm. Alors là, on s'avance sur un terrain, comment dire, un peu miné, parce que Dieu sait que Michelet peut être pénible quand il parle de la femme, comme on dit à l'époque, hein. Combien on lui a reproché finalement d'avoir un discours que moi j'appelle philogyne, parce qu'on ne peut pas dire autrement, hein. Il est plein de bonnes intentions vis-à-vis des femmes, et pourtant ce discours philogyne, alors Génie d'Héricourt, hein, féministe de la même époque, qui dans l'un de ses livres parle de Proudhon et de Michelet, Proudhon violemment misogyne, hein, mais ouvertement misogyne, donc elle compare les deux, elle dit je préfère encore Proudhon, parce que dans L'amour et la femme, Michelet construit une représentation complètement insupportable dans laquelle la femme est une malade à cause de sa crise mensuelle, à cause des règles, et que le mari doit absolument l'entourer de soins. Bon. Évidemment, la sorcière jette une autre lumière sur cette figure féminine. Mais elle n'efface pas complètement ce substrat. Donc, quand j'ai écrit ce livre, j'étais un petit peu, désireuse de montrer qu'il y avait quelque chose qui était effectivement de l'ordre, qui était réappropriable par le féminisme, sans gommer pour autant le caractère parfois, choquant à certains yeux actuels et même de son temps, du discours de Michelet sur les femmes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est différentialiste. Il est différentialiste, oui. C'est-à-dire qu'il y a une nature féminine, bien sûr, oui. D'une richesse extraordinaire, oui. Qui peut concerner éventuellement les hommes, d'ailleurs, d'une certaine façon, mais précisément... Là, l'éternel féminin, si on veut, sans doute beaucoup plus riche que les clichés autour de l'éternel féminin, c'est là. Alors, c'est là, et c'est parce que quand on dit, par exemple, Michelet naturalise la femme, moi je veux bien, je ne veux pas contredire ça. Effectivement, la femme, c'est la nature. Hein, mais la nature, chez Michelet, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une essence. La nature, c'est quelque chose qui est sans cesse en train de se transformer, en train de créer, en train d'innover. Hein. Donc, je veux bien qu'il naturalise la femme, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le bond qui consisterait à dire qu'il lui affecte une nature invariante et qui la détermine complètement. Donc, elle a, comme vous le disiez, j'en reviens à ce que vous dites, vous disiez, c'est qu'elle a, en fait, cette sorcière, si on regarde de près, elle a bien les deux genres. Hein. Elle a des prérogatives qui, habituellement, si on regarde justement la vision différentialiste qui affecte des missions à la femme et des missions à l'homme, celle qui est affectée à la femme, c'est la procréation. La sorcière n'a pas d'enfant. Hein, la sorcière, elle est du côté de la création, terme normalement affecté à la moitié masculine du genre humain. La sorcière, elle est du côté de l'action, elle est du côté du savoir, de la connaissance, elle est la fondatrice de la science moderne, dit Michelet. C'est elle qui commence à expérimenter sur la nature. Bon,
on ne va pas me dire que ça fait partie d'une vision, qui relègue la femme, alors comme chez Proudhon, du côté de l'espace domestique et des tâches qui sont celles de la procréation et de la reproduction de la vie quotidienne. Et ce qui fonde cette vision de Michelet, c'est bien sûr la sorcière comme guérisseuse. Oui. La vieille femme, souvent, oui. Qui connaît les onguents, qui connaît les vertus des plantes, qui a tout un savoir médical, scientifique sur la pharmacopée qui fait sa puissance. Mais qu'on va lui reprocher, que l'Église, entre autres, va lui reprocher en l'accusant de sortilège et en l'accusant de pacte avec le diable. Oui, c'est ça qui est... Alors, pour le coup, je pense que là, il faudrait qu'on introduise le cadre général dans lequel Michelet inscrit sa genèse de la sorcière, c'est-à-dire cette rupture qu'il voit dans le passage au monothéisme. Tout commence avec, alors il l'écrit d'une manière très poétique et très belle, avec la fameuse phrase « Le grand Pan est mort », phrase donc dont l'interprétation a donné lieu à moult exégèses, enfin moult versions, mais qui pourrait signifier donc la mort de ce paganisme, résumé en somme dans une figure, celle d'une divinité mineure, mais dont le nom, presque homonyme du tout en grec, représenterait la fin d'une cosmologie païenne. Donc pour Michelet, le christianisme, le monothéisme, disons, va rompre l'antique alliance de l'homme et de la nature. Il va mutiler. Oui, l'être au monde de l'homme. Et la sorcière va à l'encontre de ce divorce. La sorcière, c'est celle qui va rester depuis le début du côté du paganisme. Alors là, Michelet n'innove pas beaucoup, puisque d'autres le disent à son époque. Et puis encore aujourd'hui, Carlo Ginzburg, dans sa recherche sur le sabbat des sorcières, essaie de connecter ses croyances avec un vieux fond folklorique païen très ancien. Donc elle va incarner cette résistance à l'éclatement du rapport, de la symbiose homme-monde opérée par le monothéisme. Et notamment, donc, alors bien sûr, là, Michelet peut faire des simplifications que les médiévistes lui reprocheront, mais sur le fait que l'Église interdit la connaissance des corps, de la nature, dit-il. Donc, cette connaissance ne peut s'amorcer que clandestinement, et c'est la sorcière, le bourreau et le berger, en second rôle, qui vont les réintroduire dans la civilisation occidentale. Qui vont braver ces interdits. Voilà, qui vont braver ces interdits. Et donc la nature, et aussi le corps, et le corps de la femme. La sorcière, c'est la guérisseuse, vous l'avez dit, mais c'est aussi la sage-femme. Ça, Michelet sait que des sages-femmes ont été... qu'il y a toute une histoire aussi de confiscation, de ce pouvoir des sages-femmes sur la naissance, sur la vie. Et donc, Michelet va beaucoup insister sur le fait qu'à une époque où le corps de la femme est, avili par le discours clérical ou général, la sorcière va, prendre en compte les souffrances liées, les souffrances gynécologiques, disons, des accouchements, des maladies gynécologiques de la femme. Ça prend complètement à contre-pied la haine de la chair que le christianisme occidental a nourri, en particulier tout au long du Moyen-Âge, et par voie de conséquence, le mépris ou la peur des femmes, qui sont, dans ce cadre-là, complètement assignées au sexe et à la reproduction, au désir, à ce qui est impur. Ça se retourne comme un gant pour Michelet avec la figure de la sorcière. Voilà. Votre expression, retourner comme un gant, elle est très micheletiste parce que... il le fait pour la sorcière, vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure, à partir de cette idée qu'il avait en tête, finalement assez banale, de procès de sorcellerie dont il faudrait dénoncer l'obscurantisme. Le voilà qui retourne les choses pour en faire sortir une héroïne, donc qui est cette sorcière rebelle par rapport au dogme chrétien. Il prend donc une autre direction dans son livre sur la sorcière à partir de ce moment très particulier du solstice d'hiver 1861, c'est ça. Et il écrit un autre livre donc, que celui qu'il avait prévu d'écrire.
Il écrit un autre livre. En tout cas, il écrit un livre en 2 parties. Dans la 2e partie, il va reprendre donc ses procès tournant autour des affaires de possession. Mais dans la première partie, il va se mettre en tête d'écrire donc une sorte de genèse de la figure de la sorcière. Il va créer, et là, il emploie, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, une formule très, très hérétique par rapport à la discipline historique qui commence à se formaliser plus rigoureusement et sous l'égide du positivisme. C'est cette formule donc de ce que j'appelle une mythe-histoire de la sorcière, puisque pour écrire l'histoire conjecturale de la sorcière entre les débuts du christianisme et il va jusqu'à la fin du XIVe siècle, puisque la fin de la première partie, le grand sabbat, pour lui, c'est la fin du XIVe siècle. Donc, il écrit cette première partie qui est vraiment, en dissonance avec la deuxième. Il y a vraiment 2 volets, 2 versants dans cette œuvre. Le deuxième versant, qui chronologiquement est le premier à avoir été écrit, évidemment prenant un sens nouveau en fonction du premier versant. Vous voyez, ces questions de retournement, d'inversion, elles sont au cœur de ce livre. Et tout le monde sait qu'une des devises de la sorcellerie, c'est « à rebours », illustré dans le titre du roman de Huysmans, qui traite... qui traite pas de la sorcellerie, c'est là-bas, qui traite de la sorcellerie, mais... c'est quand même la même veine. Voilà. Donc en fait, il y a une relecture rétrospective de la place de la femme dans les siècles oppresseurs du Moyen-Âge. Voilà. Au fond. Et la femme incarne la nature opprimée, écrasée. Oui, c'est cela. Par la domination de l'Église, entre autres. Et, le peuple aussi. Et le peuple écrasé aussi. Bien sûr, puisqu'il y a aussi... Alors, je justifie l'emploi du terme mythe-histoire et de la création d'un mythe dans cette première partie en m'appuyant sur ce que Lévi-Strauss dit du mythe, à savoir que le mythe est une histoire qui, donne des explications de l'origine de plusieurs choses à la fois et des choses complètement séparées. Qui peuvent être l'explication de l'éclipse en même temps que l'explication, l'éclipse au sens l'éclipse céleste, en même temps que l'explication d'un conflit conjugal, en même temps que l'explication de l'invention du rabot. Bon, je ne me rappelle pas les exemples de Lévi-Strauss, donc c'est un petit peu fantaisiste ce que je dis là. C'est multi-usage. Voilà, le mythe est une histoire qui permet donc de présenter des causes, des explications qui valent pour plusieurs domaines conjoints. Et le livre de Michelet a cette capacité de traiter en même temps, d'expliquer en même temps la naissance de la science expérimentale moderne, en même temps donc la figure de la sorcière et les persécutions des sorcières, en même temps la place de les révoltes populaires du Moyen-Âge, en même temps le passage de la féodalité à la monarchie. Voilà. Donc, il ressaisit une totalité dans une histoire qui se fonde sur un petit fil biographique, comme il le dit, c'est-à-dire qu'il a cette audace, ce culot de forger un personnage unique qui va vivre pendant au moins 300 ans, parfois il dit 300, parfois 1000, et qui est notre sorcière, qui n'est pas un personnage de roman parce qu'elle n'a pas de nom. Elle n'a pas tout un ancrage, spatio-temporel qui permettrait vraiment de la concevoir comme un personnage de roman. Mais elle est une femme qui va de la jeunesse à la vieillesse, qui traverse tout le Moyen-Âge. Elle est une figure avec des avatars. Voilà, exactement. Donc, en fait, je reviens à mes 2 versants. Premier versant, la montée, si vous voulez, en puissance de la sorcière, qui culmine avec le sabbat, dont on pourra peut-être dire 2 mots si ça vous intéresse. Bien sûr, tout à l'heure. Oui. Les accusations de participer au sabbat. Voilà. Donc, fin XIVe siècle. Après, donc, fin du premier livre, on passe à la seconde partie. Seconde partie, là, Michelet aborde la décadence de la sorcellerie.
Alors, décadence qui est liée à la persécution des sorcières. Donc, Michelet reprend avec le travail des démonologues, le marteau des sorcières, les procès en sorcellerie. La Renaissance, il l'évacue parce qu'il pense en tout cas que sa Renaissance à lui, qui est très limitée dans le temps, qui va vraiment de la fin du XVe à Marignan, 1515. Début XVIe. Voilà. Donc, la Renaissance, dit-il, est une période de relative accalmie. Je crois que c'est confirmé d'ailleurs. Et 1560, la persécution reprend. Et cette persécution amène une sorte à la fois d'extermination des sorcières, c'est logique, mais pas de fin de la sorcellerie, puisqu'on va la retrouver, mais une sorcellerie mondanisée, une sorcellerie dans laquelle, dit Michelet, participent à la fois les prêtres. Là, il se fonde sur ce que raconte de l'encre de la participation des prêtres dans les sabbats du Pays Basque, et des aristocrates. Et cette sorcellerie devient, en somme, un phénomène, comment on va dire, à la fois mercantile. On va demander des avortements à la sorcière, un phénomène ou de jeter un sort et un phénomène, comment dire, qui n'a plus le sens de la grande rébellion qu'elle a été auparavant. Donc, si on veut se représenter le livre, c'est vraiment une courbe avec un sommet et une perte de sens nous conduisant jusqu'au début du XVIIIe siècle. C'est à la fois tout à fait totalisant, c'est un schéma interprétatif, et en même temps, ça suit effectivement une chronologie bien réelle, puisque, je le rappelle, la chasse aux sorcières commence vraiment dans les années 1420-1430. Auparavant, et ça c'est tout à fait fascinant, tout au long du Moyen-Âge, l'Église dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de la sorcellerie, que ce sont des histoires de vieilles femmes qu'il ne faut absolument pas croire. Si certains racontent que deux vieilles femmes s'envolent sur des balais et vont participer à des orgies avec le diable, il ne faut pas les écouter. Et puis, donc, il y a ce retournement qui correspond à la fin de la première partie de Michelet, le début de la décadence, si je comprends bien, que va être donc la persécution des sorcières, tout particulièrement, effectivement, à partir de la fin du XVIe siècle. Alors, là où l'hypothèse de Michelet est une lecture... alors, vous citiez Carlo Ginzburg tout à l'heure. Moi, je dis toujours que c'est de lui que la démarche de Michelet se rapproche le plus, puisque Michelet va prendre le pari que... Parce que ce que vous citiez de l'attitude tolérante ou du Moyen-Âge vis-à-vis de la sorcellerie, Michelet ne le voit pas comme cela. C'est-à-dire que pour lui, il y a eu une hostilité constante, même si cette hostilité ne débouchait pas sur des persécutions. Mais surtout, ce qu'il va postuler, c'est le fait qu'il y avait bien quelque chose de réel dans cette sorcellerie. Ce n'est pas seulement la création des démonologues, des juges. Il y avait bien des racines, effectivement, il y avait bien des croyances, il y avait bien un système, non, le mot n'est pas valable, il y avait bien une vision du monde, disons, dans cette sorcellerie, il y avait bien des pratiques, et c'est tout ça qu'il va essayer de faire émerger de la première partie. En faisant comme Ginzburg, en essayant d'aller chercher dans les petits coins, dans les failles, dans des traces de cette... Que le folklore en particulier a préservé, dans les histoires qu'on raconte encore au fond des campagnes et qui viennent du fond des âges. Oui. Alors, il n'a pas mené une étude folklorique très poussée, mais il s'était beaucoup intéressé aux textes juridiques du Moyen-Âge pour ses origines du droit en 1837. Il connaissait le recueil de Grimm, de Jacob Grimm, les antiquités juridiques allemandes. Et il cherche dans ces traces du droit oral des choses qui renverraient à un système de croyances ouvrant des portes sur ce qu'a pu être la sorcellerie. Il y a une situation d'immanence, il y a une idée d'immanence très importante, je pense, de savoir qui émane des communautés, indépendamment des institutions, et d'abord de l'institution par excellence qu'est l'Église. Oui. Ouais. Alors bien sûr, là encore, ce sur quoi on peut faire porter la discussion, c'est le fait que Michelet n'établisse pas de frontières nettes entre cette sorcière, traditionnelle, cette sorcière dotée d'un savoir populaire, et la sorcière diabolique que vont créer les démonologues. Pourquoi ? Parce qu'il
il souhaite faire de la sorcière une figure de révolte. Et donc, la sorcière diabolique, pour lui, elle prolonge la révolte que la sorcière avait entamée en s'intéressant à la nature. Donc, c'était d'avance une révoltée parce que, contrairement donc au dogme religieux, elle prenait la nature au sérieux, si j'ose dire. Et donc, pour lui, il est logique que cette première révolte se prolonge par un pas supplémentaire du côté de Satan, mais un Satan, pour le coup, complètement romantique. On parlait de romantisme tout à l'heure, c'est-à-dire un Satan dont se réclament, au XIXe siècle, les gens de gauche. Un Proudhon va terminer l'un de ses livres en disant que Satan est l'autre nom de la liberté. Même chez Baudelaire, on en trouve des traces. Donc c'est ce Satan... ce Satan qui incarne l'esprit de liberté, l'esprit de révolte contre les dominations, que la sorcière va, pour Michelet, incarner dans le sabbat. Donc finalement, à travers toute cette littérature, si on peut dire, en ayant un usage négatif du mot que je ne partage pas par ailleurs, il y a une vraie thèse historique, solide, proprement historiographique, une vraie vision de l'histoire et de son évolution de la part de Michelet. Alors moi, je suis persuadée, effectivement, qu'il ne faut pas réduire Michelet, d'une part, au mythe national, ce qu'on fait trop souvent, victime donc de l'espèce de remodelage qui en a été fait, lénifiant sous la Troisième République. Parce que c'est lui qui a inventé la France comme femme, par ailleurs, il faut le dire. Hein. La France est une femme. Comme personne. Comme personne, oui. Mais bon, le peuple, c'est Jeanne d'Arc quand même, sous la forme de Jeanne d'Arc qui surgit. Et Jeanne d'Arc, c'est déjà une sorcière, hein, il ne faut pas l'oublier. Et elle a été brûlée comme telle, en tout cas. C'est pas seulement le mythe national, et c'est pas seulement non plus ce à quoi on le réduit, puisqu'on lui fait subir beaucoup d'opérations de réduction. Ce n'est pas seulement non plus celui qui laisse son imagination se substituer à la pratique de l'histoire. Hein. Ça, c'est ce que les positivistes de la génération suivante lui ont reproché. Oui, mais même de nos jours, beaucoup d'historiens... L'histoire est toujours positiviste. Oui, sans doute, oui. Donc, je pense qu'il y a des thèses historiques, bien sûr, qu'on peut discuter, qu'il y a des erreurs factuelles, bien sûr, comment n'y en aurait-il pas, mais qu'il faut prendre au sérieux cette élaboration que Michelet propose dans ce livre. Alors, si on en revient, pour finir, à ce par quoi j'avais commencé, cette description que vous donnez de la sorcière selon Michelet, c'est-à-dire de cette femme qui est en prise avec la nature, avec les éléments, qui refuse la rupture, justement, d'avec la nature que représente le christianisme, cette femme qui est en connexion avec Pan, au fond, donc... elle ressemble quand même beaucoup à cette sorcière que les féministes, à partir des années 80 aux États-Unis en particulier, les néo-sorcières, puisqu'il y en a dès cette époque-là, mettent en avant. Et quand les éco-marxistes féministes, comme Silvia Federici, entre autres, mettent en avant la figure de la sorcière, alors éventuellement, évidemment, avec des erreurs historiques, mais des erreurs historiques, j'allais dire, qui n'affectent pas la thèse d'ensemble, hein, quand ils mettent en relation donc, cette figure, la répression des sorcières, avec les grands débuts de l'extractivisme capitalisme, de l'instrumentalisation de la nature, avec les débuts aussi de la révolution scientifique, qui fait un tri entre les savoirs traditionnels dont on va garder certains éléments et dont on va réprimer le reste, avec la relégation des femmes au travail non rémunéré. Finalement, c'est une thèse historique qui est défendue ici, solide, et qui ressemble beaucoup à celle de Michelet. Oui, mais d'ailleurs, les féministes des années 70-80 s'en sont bien aperçus. Hein. J'ai fait une petite enquête dont je parle dans mon introduction sur les échos que le texte de Michelet avait encore dans les années 70 auprès des mouvements féministes. Et vous trouvez, je veux dire, il y a guère de livres dans lesquels les femmes d'alors ne se réclament pas de la vision de Michelet. Je cite le livre de deux féministes américaines, Deirdre English et Barbara Ehrenreich, sur les sages-femmes, les infirmières, livre qui paraît dans les années 1970, qui se réfère et qui cite le livre de Michelet. Tout de même, pour moi, c'était touchant de voir que si
si loin de la culture française, où on trouve cette référence de ces femmes qui reviennent dans le contexte américain de l'époque où la médecine est encore très masculine et masculiniste, sur cette dénonciation par Michelet d'une appropriation de la médecine par les femmes. Parce que dans La sorcière, que dit Michelet ? La femme invente, la femme du peuple invente les soins médicaux pour le peuple, et c'est le médecin qui va prendre sa suite. Mais en prenant sa suite, le médecin se retourne contre sa mère, à qui il va dénier toute espèce de compétence et sur laquelle il va jeter l'opprobre. Donc, il y a vraiment dans cette analyse micheletiste quelque chose qui a frappé les femmes des années 1970. Et je n'arrête pas de trouver des références. Dernièrement, je lisais les entretiens de Marguerite Duras et de Xavier Gauthier, qui s'appelle « Les parleuses », dans lequel Marguerite Duras va dire « Ah, La sorcière de Michelet, j'étais fascinée par ce livre dans lequel Michelet montre comment les femmes, alors elle déforme un peu, mais même la déformation est intéressante, vont dans les bois, parlent aux arbres, aux animaux, et bien sûr, cette parole va être censurée par les hommes qui vont les traiter de folles. » Il faut rappeler que Xavier Gauthier, qui est l'interlocutrice de Marguerite Duras, est la créatrice d'une revue dans les années 70, en 1975, qui s'appelait Sorcière. Voilà. Oui. Les femmes vives, c'était le sous-titre. Les femmes vives, c'est ça. Oui. Quelle belle expression. Mais alors, si on en revient à la désapprobation qui est exprimée par certains historiens au nom du positivisme, précisément, concernant l'utilisation de la sorcière comme emblème. Oui. Souvent, alors, donc au nom de la précision factuelle, parce que c'est vrai que les écoféministes marxistes en particulier ont exagéré le nombre de victimes. Par exemple, on a pu dire qu'il y avait jusqu'à 1 million de femmes qui avaient été brûlées. Ce qui est faux, on sait que c'est entre 50 et 100 000 en gros pendant les 3 siècles de la période moderne. Et ils mettent en avant aussi le fait qu'il y a aussi des sorciers. Et on sait qu'effectivement, surtout au début, d'ailleurs au XVe siècle, il y a autant de sorciers que de sorcières, et puis c'est par la suite que les hommes deviennent très minoritaires. Mais Michelet ramène tout ça à une figure, et il dit, avec cette façon échevelée et romantique qu'il a d'exagérer le trait pour mieux voir, en fait, il dit « pour un sorcier, 10 000 sorcières ». C'est ça. Donc, ces historiens disent « Ah, mais vous ne pouvez pas utiliser la sorcière comme un symbole de la puissance invaincue des femmes, donc puisque, d'une part, vous vous trompez sur les chiffres, ensuite, il n'y avait pas que des femmes, et puis, par ailleurs, elles ont été brûlées, donc vous ne pouvez pas dire qu'elles ont triomphé. » Comment est-ce que vous voyez, vous, ce type de critique ? Bon, il faut faire la part quand même, comment dire. Je comprends peut-être le souci qu'il y a à la racine de dire attention, on ferait peut-être, on diminuerait finalement la compassion qu'on doit à ces femmes qui ont été aussi, avant tout des victimes. Évidemment, il me semble que ça n'a rien à voir avec le retournement du stigmate et le fait que la sorcière puisse être prise comme une sorte de mot d'ordre d'un combat actuel. Je pense que Michelet ne sous-estime pas du tout le côté, l'horreur de la persécution et le fait que ces femmes... il met en avant leur souffrance. Mettent en avant leur souffrance. Et leur misère, même. Oui. Simplement, ce qu'il montre, c'est justement, comme il situe son livre dans la perspective de l'avenir, c'est qu'il montre que les femmes, y compris celles de son époque, ont de quoi trouver dans cette sorcellerie, ont de quoi revendiquer dans cette sorcellerie des principes, alors des potentialités, disons, si on ne veut pas dire pouvoir, qui, au nom desquelles menaient leur lutte présente. Donc c'est pour ça que ce livre est important, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de la femme simplement la vision d'une victime passive, mais il montre, dans le renversement dont nous avons parlé, la possibilité d'une revendication inscrite dans le mythe de la sorcière que lui-même contribue à créer. Il y a un élément en plus que je vous soumets, mais qui moi, me frappe dans la critique historisante et positiviste de la figure de la sorcière et de ses usages aujourd'hui. C'est que nos positivistes, qui sont si à cheval sur la vérité des faits, sur la vérité du détail, sont tout à fait impuissants à expliquer pourquoi, à partir du XVe siècle, on se met
à persécuter les sorcières, alors que pendant des siècles et des siècles, on avait dit « faut pas faire attention, c'est des histoires de bonnes femmes ». Ils sont incapables de rendre compte de la spécificité historique de ce moment. Pourquoi est-ce qu'on a accusé et brûlé des sorcières pendant ces 3 siècles-là, et pas avant ni après ? Il suffit pas de dire parce que à l'époque on était pré-scientifique, on était superstitieux. On n'arrivera pas à expliquer comme ça pourquoi les plus grands savants de ces époques-là étaient aussi ceux qui croyaient, pour la plupart d'entre eux, de la manière la plus fervente, au sabbat des sorcières et à leur culpabilité. Quelqu'un comme Jean Bodin, qui est le premier fondateur de la science politique moderne, qui est un des plus grands esprits de son temps, qui écrit les 6 livres de la République, il écrit aussi de la démonomanie des sorciers. Et il est absolument convaincu que les sorcières vont rencontrer le diable. Rendre compte de ça, on n'arrive pas du tout à le faire autrement qu'avec un récit, une interprétation de l'histoire, et notamment de cette grande césure du début du capitalisme, au fond, de la relégation des femmes, telle que Michelet l'esquisse et telle que les féministes d'aujourd'hui le reprennent, finalement, en reprenant la figure de la sorcière. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion ? Je vous la soumets. Il me semble, là, je ne parle pas mon nom, mais il me semble avoir lu comme explication, des explications qui reposaient beaucoup sur le développement de l'idéologie de la monarchie absolue. L'État. Voilà. Oui. Et donc, qui suscitait de manière, je crois que c'est Norman Cohn, dont c'est la thèse, une sorte de discours inverse de cette secte qui aurait été attachée à subvertir cet ordre monarchique ou cet ordre étatique qui était en train de se mettre en place. D'ailleurs, c'est une explication que Michelet n'écarterait pas, si je puis parler à sa place, qui est un peu abusif. Mais c'est une explication très, très politique, en l'occurrence. C'est une explication très politique, oui. Est-ce que l'interprétation de la chasse aux sorcières, de sa nécessité à l'époque où elle a eu lieu, est pas beaucoup plus satisfaisante de la part de Michelet et des féministes d'aujourd'hui qui voient les sorcières donc, comme des figures de ces savoirs avant l'extractivisme, avant la mise en exploitation du travail invisible. Est-ce que c'est pas une explication beaucoup plus convaincante, malgré les erreurs historiques, que justement cette espèce de phénoménologie historique qui nous dit à aucun moment pourquoi c'est à cette période-là qu'on a persécuté les sorcières et pas à d'autres. Voilà. Écoutez, moi, elle me convainc et je trouve que Michelet la développe de manière forte. Et donc, effectivement, en rattachant le virage de la science moderne et de la réification de la nature à cette persécution des femmes, à cette misogynie qui va se traduire par la persécution, renforcée du genre féminin, je pense que oui, que c'est un élément de plus qui vient conforter une explication qui me paraît une explication tout à fait recevable. Merci beaucoup, Paul Petitier, d'être venu nous parler de ce livre extraordinaire, donc La sorcière, sur lequel vous avez écrit un livre, La pensée sorcière, Michelet, 1862, livre donc que vous avez par ailleurs réédité avec une présentation de votre cru chez Duno. Merci beaucoup pour cet entretien avec des questions très pertinentes. Merci. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode de La Grande Hache. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre l'émission avec son compte sur Blue Sky ou bien la page Facebook La Grande Hache, Histoire et Idées. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin pour installer l'extrême droite au pouvoir, vous le savez, le média lance Riposte, c'est-à-dire une contre-offensive citoyenne pour développer notre chaîne d'infos populaire et indépendante sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne. Alors, soutenez-nous, s'il vous plaît, sur campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias. À bientôt.